chantait pour certains. Voilà, donc c'est une histoire, la chapelle, du refus du non. Vous savez, je suis un homme qui sait dire non. Non parce que je refusais que cette chapelle soit détruite, soit ignorée, soit vandalisée. Alors j'ai un quart d'heure pour parler, je vais vous présenter cette histoire de la chapelle qui n'est pas une chapelle, qui est une église. C'est la première église de la chapelle Basse-Mer. Alors on va faire un petit cours de macro-histoire. On est ici en Bretagne. La frontière avec la France est à 1 km d'ici. Ça veut dire, je pose la question, savez-vous depuis combien de temps les Bretons sont devenus français? Louis XII. Eh oui, 1789. Le 4 août 1789, avec l'abrogation des privilèges. Parce que l'État de Bretagne est un État qui s'est associé, mais qui n'est pas fusionné avec la France. Et c'est pour ça que les Bretons se sont battus au moment de la Révolution, et c'est pour ça qu'ils continuent à se battre. Je ne suis pas indépendantiste, mais j'explique, je suis un historien. Et donc ici, nous sommes sur une commune frontalière qui a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est les Normands sur la Loire. Les deuxièmes, les Anglais, parce qu'ils sont partout. Et troisièmement, les Français. Donc ici, il y a un immense château fort du type Angers, dans la vallée, qui a disparu. Et jusqu'à, en fait, 1532, c'est vraiment une paroisse militaire. Mais c'est aussi une paroisse religieuse. Parce qu'au 8e, 9e siècle, il y a les prêtres irlandais qui arrivent à l'ouest, et que Rome n'est pas très content et craint cette église. Et pour ce faire, eh bien, ils vont essaimer des prieurés, des abbayes, à partir de l'abbaye de Marmoutier. Et entre autres, ils vont créer Saint-Sauveur de Redon. Et à partir de là, on va buissonner à partir de prieurés. Et ici, le Seigneur, c'est un nom extraordinaire, la chapelle Basse-Mer. C'est le nom du Seigneur Bassamarius, propriétaire de tout ce territoire. Et un jour, il y a un petit groupe de moines qui est venu frapper à la porte de son donjon en disant « On est des moines de Marmoutier et on voudrait créer un petit prieuré. » Et le Seigneur a dit « Eh bien, je vais vous donner, non pas 100 hectares, puisque le mot n'existait pas, mais X acres. » D'où le nom de la chapelle Basse-Mer, le nom de la première chapelle consacrée à la Vierge Marie. C'est une terre mariale ici. Et ici, la relique majeure que nous avons, c'est un morceau du voile de la Vierge de Chartres. Et lorsque les colonnes infernales ont brûlé cette relique, eh bien, le prêtre, l'abbé Blais, en 1848, a sollicité un morceau du trésor de la cathédrale de Chartres, et nous avons de nouveau une relique du voile de la Vierge. C'est une commune, une paroisse consacrée à la Vierge Marie. Et on a construit donc une petite chapelle pour un prieuré. Et au XIIe siècle, on a fait un échange avec le chapitre de Nantes de terre. Et en fait, c'est le chapitre qui est devenu propriétaire. Et cette chapelle est devenue une église. C'est la première église du village. Donc, c'est pour ça que la façade est romane, parce qu'elle date du Xe siècle. Mais l'agrandissement, lui, il est gothique. Parce que lorsqu'ils ont doublé la superficie de la chapelle, eh bien, ils ont gothisé. Vous avez la même chose ici, pas loin d'ici, à Saint-Julien-de-Concelles, de cette gothisation. Tiens, tu peux me prendre ça. L'histoire a évolué lorsqu'on a transféré, comme à Barbechat, le bourg sur les coteaux, et c'est devenu une chapelle avec tous ses privilèges, c'est-à-dire ses lois particulières, jusqu'à la Révolution. À la Révolution, tous les biens du clergé sont nationalisés, et le notaire royal, avec ses frères, ses cousins, ils ont racheté tous ces biens du clergé. Alors vous me direz, c'est normal, c'est des bourgeois, ils voulaient s'enrichir. Pas du tout. Ils vous ont racheté pour redonner, parce qu'ils étaient profondément chrétiens, à la paroisse. Lorsqu'il y a eu la nationalisation des Vendéens, des terres des Vendéens, le 1er août 1793, tous les biens des Vendéens, puisque vous savez, c'est très actuel, on a considéré les Vendéens comme des sous-citoyens. C'est le même vocabulaire que vous entendez à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'écris des articles. On les a considérés comme des sous-citoyens. Donc ils ont perdu leurs droits. Et notamment... Non, merci. Ils ont perdu leurs droits. Et donc leur personnalité morale.
Donc ils ne pouvaient plus être propriétaires. Donc les biens ont appartenu à l'État. Et ça a été restitué, sauf que lorsqu'on a fait la restitution, on n'a restitué que leurs premiers biens et non pas les biens qu'ils avaient achetés de la nationalisation. Donc ils ont racheté pour une deuxième fois ces biens et comme ce sont des gens qui sont profondément religieux, ils vont redonner ces biens à la paroisse. Et de nouveau, l'État va nationaliser ces biens en 1797 et ils vont racheter pour une troisième fois ces biens. Et là, ils se sont dit, 3, c'est beaucoup, 4, non. Et heureusement, ils n'ont pas redonné ces biens à l'Église, ils les ont mis en concession, puisque, comme vous savez, l'État, de nouveau, a nationalisé les biens d'Église en 1905-1907. Et en fait, ces biens ont été transmis de génération en génération, et je suis l'arrière-petit-fils de ce notaire. Mes cousins m'ont vendu ces biens en ruine, et puis je me suis dit, bon, je vais essayer de les donner à l'évêché de Nantes. Puis malheureusement, l'évêché de Nantes, ils ont tellement de biens, ils m'ont dit on rase. J'ai essayé de donner ça à la commune de la Chapelle-Basse-Mer, ça ne les intéressait pas. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, on va monter un chantier et on va restaurer cette chapelle. À la Révolution, cette chapelle a été brûlée. Et à l'intérieur, comme au Luxe au Bologne, 89 chapelains ont été brûlés vifs. Ici, sur 3250 personnes, 750 personnes ont été tuées par les colonnes infernales. 89 ici, principalement des femmes et des enfants. Donc vous imaginez que le bâtiment avait beaucoup souffert, il était déstabilisé, vous allez voir les photos à l'intérieur. Et là, je me suis dit, ben, on va monter des camps de jeunes, j'osais presque dire de jeunesse, non, de jeunes. Et à partir de ce travail, on va démonter la chapelle et on va la remonter. C'est ce qu'on a fait avec ton équipe, Didi. Tu étais là, tout enfant. Et on a démonté et remonté la chapelle. Puis après, on l'a couverte. Et puis après, on a construit la sacristie. C'est pour ça qu'on reçoit ce prix. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu? Et là, on a décidé d'en faire un mémorial. Et on va donc l'agrandir et vous allez découvrir cela. Ce chantier, ça fait 30 ans qu'il dure. C'est le plus grand chantier de l'Ouest. C'est un chantier, je le dis toujours, qui n'a jamais touché un centime de subvention. On m'a fait tout payer plein pot, y compris l'installation de l'électricité, avec la lenteur administrative, 5 ans pour l'électricité. Plein pot. Jamais je n'ai eu un cadeau de l'administration ou des services publics. Bien au contraire, je tiens à le souligner. Mais on a réussi grâce à 3 éléments pour commencer votre travail, qui est un travail gratuit. On a eu ici 2000 jeunes sur 30 ans. Et je dis bien 2000 jeunes. Ça ne veut pas dire que, qu'ils soient restés X jours. Non, certains sont devenus ici 10, 20 ans. Vous imaginez le travail, ces jeunes sont venus du monde entier, du Canada, de l'Angleterre, d'Irlande, du Mexique, de Suisse, etc. Un chantier international. Et on a formé ici, c'est ça le but du chantier, former les gens au patrimoine, mais les envoyer à travers le monde pour faire ce qu'ils ont fait ici. Et on a sauvé comme ça des dizaines et des dizaines d'édifices religieux. On a sauvé, tenez-vous bien, plus de 1000 croix. 1000 croix ont été sauvées grâce à ces jeunes ici. Et ils l'ont fait gratuitement. Jour et nuit, ils ont travaillé ici. Certains 365 jours sur 365 jours. Hein? C'est pour vous dire, c'est le fruit du travail de la jeunesse française, qui est une mondiale, qui est une jeunesse exceptionnelle. Cette jeunesse dont on ne parle jamais, absolument jamais. Donc, je pense que le premier applaudissement qu'il faut avoir, c'est pour eux, parce qu'ils ont œuvré généreusement. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui nous ont fait des dons en nature. Or, les dons en nature, c'est un sac de patates, mais c'est... Regardez votre badge. Ou les pierres, ou les ardoises. Et je peux citer quelques entreprises comme ça, malheureusement, pas d'entreprises locales, exclusivement, je dirais, des entreprises parisiennes, des entreprises bretonnes et rive droite de la Loire. Il y a eu de gros donateurs, je pense par exemple à Lafarge, Didi, tu me dis si j'en oublie, je pense à Tribala, Noyal,
je pense à Pigeon, comment dire, les travaux sur les TP, etc. Et puis plein. Les maçonneries à Oui, les maçonneries de Paris, etc. etc. Tous ces gens-là ont donné des matériaux, des outils, le DUF, les brioches dorées, qui nous ont payé 3 fois les outils parce que 2 fois on nous les a volés intégralement, etc. Donc toutes ces entreprises de la rive droite de la Loire et de Paris, c'est pour ça que je tiens à le dire, eh bien, ont participé activement à cela. Et puis le don en nature, c'est aussi le don au quotidien. Je vois ici des amis qu'on appelle les gars bobos qui viennent nous apporter des outils, ou Jean-Jean qui est sans arrêt, c'est le paysan local qui vient sans arrêt nous aider à restaurer, à construire, à aménager, etc., etc. Et puis les dons financiers. On a eu énormément de dons. Il y a ici de très gros donateurs et je tiens à vous remercier. Je sais que vous ne voulez pas que je dise vos noms, mais je vais en citer quelques-uns. Je ne le ferai pas par rapport à vous, mais sachez que je pense à vous. Je pense par exemple à la toiture. Lorsque on avait démonté et remonté les murs, il fallait la toiture et la toiture coûtait 18 millions de centimes. Alors, je ne sais pas combien ça fait en euros. Et puis, j'en parlais autour de moi, et puis les gens disaient, mais non, c'est pas possible. Et je faisais une émission sur Radio Courtoisie, et le lendemain, j'ai un appel téléphonique d'un monsieur qui me dit, j'ai entendu votre émission, je vous paye votre toiture. Je dis, mais monsieur, vous êtes qui? Monsieur Verspiren. Moi, je suis d'ici, donc ça ne me dit rien. Et puis, je reçois le premier chèque de la moitié de la somme. Et puis il dit, je vous paierai la deuxième moitié à la Saint-Michel, parce que je m'appelle Michel. Puis à la Saint-Michel, il arrive, et il voit la toiture, il me fait le deuxième don. J'ai dit, mais excusez-moi, monsieur, vous êtes qui? C'était le directeur des assurances Verspiren du Nord-Est, vous voyez, qui nous a toujours suivis. On a eu comme ça énormément de surprises incroyables. Et à la chapelle, on n'a jamais eu foncièrement de problème réel à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une générosité qui a toujours été présente. Au début, les gens disaient, mais c'est un projet fou. Eh bien, c'est un projet qui a marché. C'est un projet qui a marché et qui va être achevé cette année. Hein. Et l'année prochaine, il sera inauguré, je vous invite, le 13 mai, par Philippe de Villiers, j'y tenais, hein, qui va inaugurer ce bâtiment. Ça sera un mémorial en souvenir de ce qui s'est passé en Vendée militaire il y a 200 ans, dont on ne parle pas ou peu. Je suis dans mes temps, Monsieur le Président. 2 minutes encore, hein. Donc voilà, c'est le fruit donc d'une énergie, d'une volonté qui n'est pas liée à Rénal Sécher, c'est lié à plus que ça, c'est lié à cette jeunesse qui est là, dégueulasse aujourd'hui, hein, qui est là et qui est vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer, merveilleux, merveilleux. Je vais vous prendre un exemple. Pour vous faire plaisir aujourd'hui, moi j'ai quitté le chantier, hier il était minuit et demi je crois, et ce matin j'arrive pour hurler dans les dortoirs, ils ont des chambres étoilées, je tiens à dire. Et les gars sont un peu fatigués. Puis je leur dis, les gars, allez, il est temps de vous lever, etc. Et puis ils me disent rien, on arrive ici, et ils ont voulu te faire une surprise pour aller au maximum dans le dallage. Et ils ont travaillé jusqu'à 7 h du matin. Et là, vraiment bravo, c'est le deuxième applaudissement. On a laissé à l'intérieur une équipe qui va vous faire voir comment on pose des dalles. Donc vous pouvez poser des questions. On va donc, je vais donner la parole. Tous ces jeunes vont se répartir à travers les sites et vous pourrez les interroger. Chacun d'entre eux a son histoire, à sa méthode, à sa volonté, à son aventure personnelle. Dernière chose, ici, il y a beaucoup de vies qui ont changé. On avait ici des milieux plutôt très privilégiés. Vous savez, c'est les classes moyennes plus, donc fils de profession libérale, de militaires, en général, n'est-ce pas, et etc., etc. Ils arrivent ici pour être col blanc, parce qu'on leur a dit qu'il faut être col blanc. Puis ils vont découvrir les travaux manuels.
Et beaucoup d'entre eux sont devenus ingénieurs, y compris menuisiers, hein, et plombiers. Hein, et ils ont eu comme ça des aventures de vie extraordinaires. Et dernière chose, c'est une agence matrimoniale ici. On doit être rendu à, d'après mes calculs, à 62 mariages, alors que toute relation est interdite. Voilà, donc mesdames, si vous avez des filles à marier, messieurs, si vous avez des garçons à marier, envoyez sur le camp de la Chapelle Basse-Mer. Tout est interdit, sauf que justement, parce que c'est interdit, on a les mariages. Donc merci à vous, merci, merci et merci.